parfois un peu ou des choses un peu controversées, tu vois, où tu peux te dire c'est quoi enfin, je prends un exemple tout bête. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Alors maintenant, c'est marrant parce que culturellement, enfin marrant, c'est bien, mais je pense d'ailleurs que c'est bien. Mais tu vois, ce soit devenu complètement accepté, que le mariage homosexuel, tu vois, soit devenu quelque chose qui aujourd'hui, être contre le mariage homosexuel, c'est de plus en plus vu dans nos sociétés comme quelque chose de ridicule. Tu vois, de honteux même, tu vois, enfin, ça va pas, c'est presque comme être contre le mariage interracial, enfin interracial, interculturel ou international. Et là, on se retrouve sur un, mais je sais que quand on m'a soulevé la première fois la question du mariage homosexuel, je me suis posé des questions, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc tu te poses il y a des gens avec qui tu disais, je sais pas encore si je suis pour, et quelqu'un va te dire, t'as des gens qui allaient te sauter à la gorge, mais t'es un connard, homophobe de merde, t'as un problème. Et d'autres gens, ouais, t'es un nazi, et d'autres gens de l'autre côté, ouais, on arrive sur Hitler. On a parlé des nazis dans un podcast, première fois qu'on parle de nazis dans un de nos podcasts, bien joué. Deuxième, ou alors d'autres qui allaient te dire, mais évidemment c'est une catastrophe, les chiens et les chats vont s'accoupler, enfin, tu vois, ça va être la GPA, en une semaine ça va être la GPA. Et au final tu te retrouves, et c'est parce que j'ai pu avoir des conversations avec des personnes qui étaient pareilles, qui avaient peut-être une opinion qui allait un peu plus dans un sens ou dans l'autre que moi, et parce que moi j'étais vraiment pas sûr, j'avais ce côté qui me plutôt de compassion, qui me disait que je vois pas pourquoi au final le mariage aujourd'hui, qu'est-ce que c'était le mariage à la base? C'était une mise en communauté de biens, maintenant le mariage on se marie plus pour pour une mise en communauté. Alors on se marie pourquoi? L'idéal du mariage, c'est plus quand on se disait on va faire un mariage dans la famille, on se disait plus c'est cool, on va pouvoir mettre de patrimoine ensemble, on se dit c'est par amour, pour construire un foyer, pour s'assurer une communauté, mais à deux, c'est-à-dire pour se sécuriser aux yeux de la famille. On fait ça pour sécuriser vis-à-vis de la société, si quelqu'un meurt, etc. Tous ces exemples de gens qui parlaient d'hommes ou de femmes homosexuels qui étaient à l'hôpital et qu'on ne laissait pas aller voir leur famille, qu'on ne laissait pas aller voir leur conjoint alors que leur famille qui leur avait craché dessus pendant des années avait le droit, enfin, tous ces problèmes pour soulever souvent. Et l'autre argument, c'était et de l'autre côté, j'avais cette idée mais en même temps, c'est un des socles fondateurs de la société. Est-ce que s'il y a un tel bouleversement, est-ce que ça va pas, quelles répercussions est-ce que ça va avoir? Enfin, c'était des questions que je me posais. Parce que tu sais, l'erreur dans tout ça, c'était juste d'après sa mariage. Exactement. Mais après, c'était. Alors après, j'ai eu cette opinion. Quelque chose de nouveau. J'ai eu cette opinion qui était, est-ce qu'il faut appeler ça mariage? Mais après, il y avait cette idée. J'ai parlé à des homosexuels qui me disaient un peu plus, on va dire, un peu plus vieux, qui me disaient, pour nous. Je crois que j'avais vu Dave dire ça aussi, qui disait pour nous le mariage c'était ringard, c'était un truc d'hétéro, chiant, et d'autres qui disaient oui mais moi j'ai envie de je suis quelqu'un comme tout le monde, pourquoi est-ce que les autres auraient droit à un truc? Je me sens en fait, qui disait je comprends votre point de vue mais je peux pas m'empêcher de me sentir stigmatisé quand vous me dites toi t'as pas le droit de te marier, t'as le droit de te mettre en conjoint, enfin te mettre en communauté de biens ou quelque chose. Non, moi j'aime l'idée de dire que je peux me marier. On a tous grandi dans le même zeitgeist, culturel. Pour moi le mariage ça fait partie de la vie et c'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir profiter, etc. Ouais. Et j'en suis venu à la conclusion au final qui était que il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit de se marier. Au final, ça n'aura pas un impact catastrophique sur la société et je pense qu'au contraire, ça aura un impact bénéfique sur tout le monde. Non, tu as un impact juste de transition qui pour moi est lié au nom. Voilà, exactement. Parce que le mot mariage a une connotation religieuse, a une connotation familiale. Après, les choses évoluent, tu vois. Les connotations évoluent, tu vois. Ça a été inventé par un système hétérosexuel. Agricole. C'est quand même, mine de rien, voler un concept à des gens qui l'ont créé pour en faire quelque chose de nouveau qui t'applique dans un autre cadre. C'est de l'appropriation culturelle. Donc, c'est vrai. Tu peux comprendre que ceux qui se sentent appartenir à ce milieu qui se revendiquent comme avoir créé le mariage, etc., et perpétuer cette tradition, peuvent se sentir dépossédés. C'est de l'appropriation, ce qu'ils appellent. On salit leur. C'est marrant, si tu veux énerver une féministe aux cheveux bleus, tu lui dis que le mariage homosexuel c'est de l'appropriation culturelle. Et là, je peux te dire un truc, elle va péter un câble. C'est pas mal ça, non? Si tu veux énerver une féministe énervée aux cheveux bleus, avec un anneau dans le nez et des lunettes à grosse monture, tu lui dis pour moi le mariage gay c'est de l'appropriation culturelle. Mais ce que c'est que c'est vrai. Mais ce que je sais c'est qu'après mais ensuite c'est un bon argument. Mais ensuite je me dis ok c'est de l'appropriation culturelle, mais en même temps on évolue
à travers l'appropriation culturelle, tu vois. Mais là, c'est très violent. C'est-à-dire que c'est tout. Oui, c'est violent, mais c'est pour ça que je pense que si ça choquait personne, le pacte choquait très peu de gens. non. Le pacte, ça a beaucoup moins choqué. Pourtant, c'est très proche du mariage. Oui, c'est une différence simplement sur le. C'est le nom. D'aller chez le notaire pour faire pour assurer la notion de transmission du patrimoine. Oui, mais je suis d'accord à 100%, hein, mais je pense que mais je pense que j'étais exactement, je pense exactement comme ça. Je pense juste que l'idée de que finalement c'était peut-être un choc dont on avait besoin, dans le sens où ça fait ça, je pense que ça a résolu énormément de problèmes. Il y a une souffrance perçue, qui est une vraie souffrance d'ailleurs, perçue par la communauté, c'est des individus, mais la communauté, on va dire, homosexuelle. Ouais. Et je pense que le fait que ça soit passé, ça a résolu énormément de problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que on va pas avoir à porter, comme dans certains, tu vois, comme aux États-Unis ou même en France, tu as toujours cette idée de tu portes, il y a encore, alors si tu vas, c'est encore plus, tu vas dans les Antilles, en Guyane, machin, où tu parles de personnes qui viennent des Antilles de Guyane, il y a encore un poids de l'esclavage, tu vois, qui est porté. Ouais. Il y a encore une sorte de, il y a que je peux tout à fait comprendre, une sorte de rancœur, tu vois, une sorte de, ça, je pense qu'on a effacé par le mariage homosexuel énormément, et son acceptation, énormément d'injustice, et énormément d'injustice perçue par cette communauté-là qui se dit, bon, il y a eu des choses qui ont été, mais tu sais quoi, aujourd'hui les gens sont pour le mariage gay, donc c'est fini. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te regarder en te disant, comme ça arrive parfois, toi, tu es un colon, tu es un blanc, tu es un machin. Tu vois, je prends l'exemple parce que c'est mon cas. Je suis un blanc et un colon. Tu vois, c'est mon cas. Tu vois. Et ils ne vont pas te regarder en disant, t'es un homophobe en puissance. Ils vont dire, t'es pour le ouais, je suis pour d'ailleurs. Et tu peux me dire, j'étais pas nécessairement pour au début, maintenant je suis pour. Ils vont me dire, bon, bah, tu sais, je peux rien avoir contre. On me fait la paix. S'il y a une chose sur laquelle. Il y a une notion qui est un peu dangereuse dans le mariage homosexuel, c'est la partie éducation. Alors ça, je suis à 100% contre. Et là où dans ma tête le débat est encore ouvert. Quand tu es un enfant, que tu n'as pas fait ton choix. Je suis tout à fait d'accord. Tu n'as pas faire de choix, d'ailleurs ça se fait tout seul. Oui. Et donc là, moi ce qui me gêne dans ce modèle-là, c'est qu'il ne faut pas arriver. Parce que quand tu commences. Il ne faut pas arriver à un relativisme postmoderne où tu dis qu'un couple gay est exactement la même chose qu'un couple hétéro. Déjà, ouais. Il ne faut surtout pas, parce que si tu fais ça, en tout cas pour les enfants, tu prêches quelque chose qui est très important. Tu prêches un converti. C'est la référence et le tuteur. C'est-à-dire que quand tu nais, moi je suis contre le principe de dire un enfant, il faut lui laisser faire tout ce qu'il veut. Je pense qu'on est 100% d'accord. On ne doit pas lui donner de référence, c'est à lui de faire ses propres choix. Et donc un gamin de 2 ans, on va commencer, tu vois, l'autre fois j'étais dans la rue, puis je vois des gamins de à peu près, je dirais 8-9 ans. Ouais. Ils étaient ensemble et puis il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, moi je suis homosexuel. Ouais, il y a ce truc des gamins transgenres, tu sais, ou des pays genre super progressistes. Il a entendu. T'as des gamins super progressistes, des gens super progressistes entre guillemets en Suède qui filent des traitements hormonaux à leurs gamins parce qu'ils jouent avec des poupées, tu sais. Ouais. Ils jouent avec des poupées, donc ils en font des filles, alors que c'est absolument catastrophique. Tu ne donnes pas un traitement hormonal à un gosse pour retarder sa puberté et pour changer sa perception de son sexe. Ou son sexe tout court. Ah. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et donc moi je pense juste qu'il faut donner un modèle de référence aux enfants, qui est juste un modèle qui sert à construire son avis. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être contre le modèle, mais au moins on sait, on a quelque chose à quoi se rattacher, on sait si on est pour ou contre, ou à droite ou à gauche, ou dans le biais, etc. Et ensuite, quand tu grandis, tu t'affranchis de ce tuteur et tu fais ton choix. Je suis par rapport à un référentiel, mais tu fais ton choix et tout le monde fait le choix qu'il veut. On a exactement la même réflexion là-dessus. C'est très dangereux d'enlever une référence à On a exactement la même réflexion là-dessus. Et dans ce moi, ce que je dis, c'est que tu peux même leur donner, si tu as envie, une référence homosexuelle, mais tu dois interdire l'hétérosexualité. Enfin, tu vois, il faut que tu donnes une seule référence, quelle qu'elle soit. Après, tu dois te poser la question, est-ce que cette référence, elle est propice à développer l'enfant et ensuite propice à ce que quand il va quitter cette référence, il va pouvoir faire le maximum de choix possibles bons pour lui et les autres. Ouais. Après, tu vois, parce que c'est comme, on tombe souvent dans un argument fallacieux qui va être, les gens vont te dire, est-ce que tu préférerais, t'es contre, tu penses, t'émets des réserves à propos de l'adoption homosexuelle. Tu vas dire, j'émets des réserves à propos de la ils vont te dire, mais alors, tu penses que c'est mieux pour eux d'être dans des foyers machin. Attends. C'est pas comme s'il y avait un manque de couples hétérosexuels qui voulaient adopter, d'accord? On n'est pas dans une situation où. Non, là, tu ramènes la chose à la réalité. Mais tu vois, c'est un problème qui n'est pas, pas prioritaire. C'est un problème, tu vois, exactement. Tu vois, t'es pas en train de. Ensuite, est-ce que ça veut dire que je pense qu'un couple gay
est par définition incapable d'élever quelqu'un d'équilibré. Non, parce que je connais le contraire. J'ai déjà fait expérience et je sais que c'est pas le cas. Par contre, oui, mais est-ce que tu ça dois généraliser ça? Tu peux pas prendre un cas où tu connais. C'est pour ça que là je disais, je prenais un cas purement anecdotique, tu vois. Après, est-ce que c'est parce que j'ai par exemple un ami qui est élevé par un homosexuel qui est parfaitement équilibré. D'ailleurs, même c'est amusant de le dire, c'est encore une fois c'est complètement anecdotique, mais il y a cette idée que tout le monde pense qu'il est gay. Alors que pas du tout, tu vois. Mais c'est normal parce qu'il a copié, tu vois, les patterns de ceux de ses parents, tu vois. Donc il est pas efféminé, mais on dirait que c'est un gay pas efféminé. C'est-à-dire il est, tu vois, il y a quelque chose chez lui où s'il disait, écoute, je suis gay, tu dirais. Oui, ça dit bien. Oui, non, mais tu vois, c'est une façon de se parler, de se comporter, tu vois, un contact, tu vois. Enfin, bref. Au final, ça veut pas, c'est pas parce que j'ai cet exemple anecdotique que ça veut pas dire qu'il n'y a pas une. Après, à quoi elle est due? Est-ce qu'elle est due? Et après, là, tu peux rentrer dans ma réflexion, tu vois, je l'ai un peu poussé, je peux rentrer dans un truc là. Est-ce que personne va nier les homosexuels qui sont honnêtes eux-mêmes que le milieu, on va dire le milieu homosexuel, et pas un milieu qui est relativement débridé, tu vois. Pas parce que c'est des sauvages et des machins, c'est parce que juste, quand tu dois pour vivre heureux, vivre caché, et qu'en plus, c'est un truc bien, mais imagine que si toutes les nanas que tu connaissais pensaient comme des mecs. Tout de suite, tu te trouves dans une autre situation, tu vois, on sait que les gens sont relativement instables, sont capables d'aller relativement loin dans la poursuite de certaines choses, tu vois, donc, bref, etc. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que le fait de se poser la question, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que ça va vraiment faire, on peut pas nier non plus que, et ça c'est pareil, encore une fois c'est anecdotique, mais c'est une discussion chez les homosexuels qu'il y a une culture c'est beaucoup plus acceptable dans le milieu gay d'avoir quelqu'un, et je ne fais absolument pas l'amalgame entre pédophiles et homosexuels, je dis juste que c'est encore plus on va dire, encore plus acceptable dans la communauté homosexuelle d'avoir dans beaucoup on va dire dans beaucoup de sous-communautés dans la communauté homosexuelle, d'avoir des relations entre des jeunes adolescents, enfin pas des jeunes, entre des adolescents et des personnes, des hommes beaucoup plus âgés, beaucoup plus socialement acceptés et normatifs, parce que pour plein de raisons, et aussi parce que c'est homme-homme et pas qu'il y a une différence, tu vois, il y a plein de choses qui changent déjà, et trucs historiques, etc. Et pas homme petite fille. Et pas homme petite fille, tu vois. Je parle pas de petits garçons, hein. Quand je dis adolescent, je parle de personnes qui ont 17-18 ans avec des mecs de 40 ans. Ok, qu'en gros, c'est vu comme étant pas nécessairement de bon goût, mais bon, ça existe, et pas vu comme ce type mérite de se faire écraser par une bagnole, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Il y a quelque chose de moins viscéral, même pour moi d'ailleurs. Donc il y a vraiment il y a plein de problèmes qui sont soulevés par ça. J'ai pas encore vraiment, j'avoue que j'ai pas encore passé 48 heures sur internet à chercher tout ce que je pouvais trouver. Même dans la communauté homosexuelle, il y en a qui sont contre le mariage. Voilà, il y en a qui sont contre, qui sont pour l'adoption. Voilà. Mais ça, t'en as chez nous aussi. Hein. Oui. Enfin, chez nous, c'est horrible de dire ça. Chez les hétérosexuels, il y a la même chose, tu vois. Tu vas avoir des gens qui vont dire que le mariage c'est une catastrophe, que c'est donc je pense que au final le problème de l'adoption, le problème de la GPA, la PMA, tous ces trucs-là dont parlaient beaucoup D'ailleurs, je pense que pour revenir juste à un petit truc, que parce que justement on est dans un univers où comme je disais au départ, où soulever ce genre de questions est mal vu de deux côtés, on arrive dans un contexte où tu as des fanatiques catholiques qui vont être les seuls à oser parler de la GPA ou de la PMA, ou de l'adoption, tu vois, en parlant comme si c'était comme si c'était les Corinthiens à l'Apocalypse. Et de l'autre côté, d'autres personnes à l'autre extrême qui vont dire que c'est un non-problème, que c'est absolument absurde, que c'est même pas la peine de se poser la question. Tout ça parce qu'on peut pas avoir, entre personnes raisonnables, comme disait le podcast d'avant, tu sais, plus nuancé, on peut pas avoir une discussion nuancée en disant est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vas avec des homosexuels, on va dire de tous bords, c'est-à-dire les plus libéraux, les plus conservateurs dans ce contexte-là, les plus modérés, les hétérosexuels pareil, et une conversation, tu vois, politique avec des psychologues, des psychiatres, des spécialistes en éducation,
des neuroscientifiques. Ce qui est assez drôle dans ce truc-là, c'est que ce problème-là, il est important, mais il sera balayé par une vague qui sera bien plus puissante. Bien sûr. Qui va être, je pense à ça parce que tu as parlé de la GPA, etc. Mais regarde la France. Depuis que moi personnellement, je ne suis pas pour certaines formes de GPA. Ouais, pas pareil. Il y a plein de choses qui me gênent là-dedans. Mais ce que je sais, quand je réfléchis un peu, c'est que demain, la France a mis des freins partout de manière éthique là-dessus. Et donc toute l'activité qui est liée on va dire, à toutes les sciences qui sont liées à cette activité-là, elles sont mortes en France et elles sont en train d'exploser à l'étranger. Exactement. Et donc à un moment, il faut bien comprendre que l'étranger est en train d'avancer très fort là-dessus. Nous, on reste là. Et donc nous, on ne maîtrise plus cette technologie-là et les autres la maîtrisent. Et parce qu'ils la maîtrisent, ils pourront facilement l'imposer partout. Exactement le même problème avec l'intelligence artificielle où les types disaient tu crois que si on intègre dans la Silicon Valley, il n'y a pas l'intelligence artificielle qui va être en Chine. Et donc si tu veux, tu peux interdire le clonage des humains, mais en réalité, on sait très bien que le clonage des humains, il y a un type en Inde qui va cloner un gamin. C'est déjà le cas, on est en train de le faire ailleurs. Donc en fait, ce sont des problèmes où tu peux dire éthiquement parlant, ok, il faut faire très attention, mais par contre, si je prends une décision rapide de me retirer de cette technologie, je prends un risque fort. C'est que je la laisse dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est une vision court-termiste pour l'opinion, ça. De quoi ? Je pense que le fait de supprimer, de dire on va mettre que des freins et on va refuser d'en parler, c'est une vision qui est très politique et court-termiste pour satisfaire une certaine opinion, tu vois, et c'est d'avoir un gros problème. Alors, généralisé. L'autre problème qu'on a, c'est l'histoire c'est un grand débat que j'ai avec un de mes collègues, c'est la robotique. C'est-à-dire que le problème de la robotique aujourd'hui, c'est que dans tous les programmes d'investissement que tu vois maintenant, on commence doucement à mélanger robots et hommes. Donc on est en train de pousser tout d'un coup l'être humain à devenir robotisé. On va robotiser petit à petit les choses. Et ça paraît normal et c'est ce qui se fait dans les investissements aujourd'hui. Donc ça va arriver très très vite. Nanomachines, etc. Le problème de ça, quand tu discutes avec des gens qui travaillent là-dedans et qui ne réfléchissent pas d'un point de vue philosophique ou éthique, c'est de dire écoute, ça fait partie de l'optimisation de l'être humain, c'est une optimisation saine, ça fait partie du progrès et finalement c'est comme ça que l'être humain deviendra plus fort. Il faut faire attention à ce qu'on se vend à Bien sûr. Un type qui disait un truc génial, il disait est-ce que tu veux vraiment que ce soit un type avec un Asperger non diagnostiqué qui prenne des décisions sur ta biologie plus tard quoi. Non mais voilà, pourquoi pas. Mais le truc qui vient, là où beaucoup de gens oublient certaines choses, c'est que la nature, en gros, quand tu commences à parler d'optimisation, il faut réfléchir à c'est quoi une bonne optimisation, c'est quoi une mauvaise optimisation. Là, cette optimisation de la robotique, elle va se faire en quoi ? En même pas 10 ans. 10-20 ans, ça va aller très très vite. Oui, on va commencer à avoir des choses vraiment de pointe là-dessus. Et donc, le risque, c'est d'optimiser l'être humain vers ce qu'on appellera en statistique ou en mathématiques un minimum local. Donc, tu vas trouver un optimal qui correspond à un minimum local et qui ne sera pas un minimum global. Alors, si on... par le principe que souvent en optimisation, c'est des minimums qu'on cherche, ou des maximums, mais quand tu es optimisé, tu es au minimum. Et donc, tu ne seras pas sur un minimum global, et quand un événement, pour prendre le plus connu, un événement climatique va arriver, par exemple, j'en sais rien, si demain tel type d'événement climatique arrive et que tous les mecs qui ont des bras robotisés, machin, se retrouvent coincés pour une raison quelconque, j'en sais rien, l'être humain disparaît parce qu'il n'a pas été optimisé pour ça. Alors que s'il était resté humain, il aurait été moins optimisé, mais plus robuste, et il serait passé à travers ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si tu essaies de répondre à cette question d'optimisation par des réponses mathématiques, tu te dis, ou des réponses d'optimisation, tu dis la nature a optimisé pendant des milliards d'années les cellules, il y a la biologie, etc. A poussé très loin l'optimisation de manière lente, constante, et si finalement, en faisant ça, elle a réussi. Si finalement l'optimisation lente et continue n'était pas la meilleure manière optimale d'optimiser. Parce que parfois, tu vois ça vachement chez les prédateurs. Souvent, tu vois les prédateurs hyper-spécialisés, quand il y a une vraie catastrophe, ils tombent, ils disparaissent. La glacière, c'est ça. Mais pourquoi ? Parce que les prédateurs hyper-spécialisés sont des optimisations locales. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais ils sont issus d'un mouvement plus long. Mais il faut pas créer la même... Tu as besoin des différentes optimisations locales, il y en a besoin de beaucoup. Mais il ne faut surtout pas précipiter une seule espèce dans une seule optimisation locale. Complètement. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'une bonne optimisation robuste, et en tout cas c'est valable pour la nature, doit vivre avec son environnement, c'est-à-dire doit vivre avec son temps. Et donc il y a un temps, si tu veux, tu ne peux pas adapter une espèce en 10 ans. C'est très dangereux de faire ça. Parce que le cycle du temps et de l'environnement, il n'est pas de 10 ans. Il est sur des siècles, voire des millénaires. C'est la fenêtre de tir qui est importante. Il y a un beau livre de science-fiction là-dessus sur... imagine un monde où
où il y a une optimisation débridée, où tu aurais certains humains qui sont maintenus comme des espèces d'humains comme des groupes presque des groupes témoins qu'on maintient au cas où, tu vois, mais en cas de problème. Il faudrait faire ça. Ouais. Il faut maintenir. C'est pour ça que typiquement dans l'optimisation génétique, quand tu regardes un algorithme génétique, tu as besoin de générer entre guillemets des mauvais êtres, des débiles, parce que ces débiles-là sont peut-être la génération qui a l'air moins optimisée aujourd'hui, mais qui va être super bien adaptée à autre chose demain. Je voyais un truc hyper intéressant. Et c'est eux qui vont te sauver en fait, c'est les débiles qui j'écoutais un qui vont te sauver demain. C'est pas des débiles, mais j'écoutais un gars qui disait que s'il y avait un impact d'astéroïde demain tu as un impact d'astéroïde horrible, pas le Yucatan, mais un truc vraiment violent. C'est les cafards qui vont venir. Non. Et en gros, t'as une espèce de breakdown de la civilisation, ok. T'avances. Il disait, moi ma vision c'est t'avances de 10 000 ans et et c'est quoi l'image que j'ai, c'est t'as des types en Amazonie qui sortent et pour eux pas grand chose à changer, tu vois, il n'y a plus d'avions dans le ciel, les types sortent et c'est eux qui héritent la terre, tu vois. Ils continuent. Parce que c'est eux qui continuent, c'est pas toi. Ils ont l'habitude. Parce que pour eux on était dans la forêt, ça a été un peu galère, on est sorti et ça fait du bruit, il y a eu un gros boom. J'ai toujours du bois à faire chauffer. Mais je m'en sors, tu vois. Alors que c'est. Alors, si tu veux reprendre au niveau, si tu les lâches ici à Paris, c'est des crétins. Tu vois, les mecs sont incapables. Enfin, ils seraient considérés comme des crétins dans n'importe quel boulot, tu vois. Bon, pas si tu lâches dans la forêt. Mais aujourd'hui, qui à Paris est capable de faire un truc simple, emmène quelqu'un au marché, achète un poisson ou et puis qui est capable de le cuisiner proprement. Prépare-le. C'est très basique, hein. Prépare-le, puis on le mange. On le mange je me demande s'il n'y a pas, ça c'est un autre truc, je me demande s'il n'y a pas moi, c'est des choses sur lesquelles je me penche beaucoup, genre comment, je suis pas passionné par Michel, mais j'ai regardé, maintenant je suis capable dans le vide de vider un cerf, des trucs comme ça m'amuse. J'ai dit, j'aime bien, je sais faire plusieurs types de feux pour différents trucs, ça m'amuse, j'adore faire ça. C'est un des trucs que j'aime, qui me dérange un peu, qui me dérange un peu en fait vivre à Paris, voilà. Et parce que j'aimerais bien avoir un garage pour pouvoir faire des trucs et un jardin, bref. Je me demande s'il n'y a pas une responsabilité, il n'y a pas une responsabilité de transmission de certaines choses, comme tu disais, de certaines choses où les gens disent mais ça sert plus à rien. C'est pas parce que déjà ça développe des principes cognitifs, des choses là, mais au-delà de ça, tu peux dire mais ça existait. Ça s'appelle les scouts. Mais j'étais scout, moi j'adorais. Le scoutisme a été fabriqué pour ça. Et tu dis on va faire des choses qui n'ont c'est un backup avec mais c'est un backup. C'est un backup, tu vois. Dans ton ordinateur, tu as un certain nombre de fichiers qui sont t'as plein d'upgrades, mais ça c'est ton DOS, tu vois. Tu peux revenir dessus. Que les familles qui veulent donner une bonne éducation à leurs enfants et qui ont les moyens les envoient se frotter les fesses dans la terre, dans la forêt. C'est justement pour un backup. C'est juste et uniquement ça. Et donc c'est un réflexe très sain, ce genre de choses. Bien sûr. Le scoutisme à la base était. Alors après tu vas me dire il y a les théories, il y a les machins. Mais à la base, c'était fait pour ça et ça devrait être vu uniquement comme ça. Je ne sais pas pourquoi on a présenté ça comme les scouts, c'est les mecs qui vendent des gâteaux pour aller faire de l'argent ou je sais pas quoi pour des communautés. Non, le scoutisme c'est juste aller envoyer tes enfants pour qu'ils soient préparés à quelque chose demain s'il y a un problème. Non mais vraiment. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, des trucs genre apprendre à, tu vois, des choses. C'est pour ça que faire un abri. C'est pour ça que je trouve que ce qu'on fait dans c'est vachement sain, tu vois. On disait, nous deux, on se bat jamais dans la rue, donc on connaît des gens qui ça arrive très souvent, nous ça nous arrive jamais pour plein de raisons, c'était dans notre podcast, mais mais le fait, tu te rends compte que même si tu t'en sers jamais en dehors d'un environnement d'entraînement ou de compétition, c'est extrêmement précieux. Bien sûr. Et tu sais, vous connaissez cette expression, il vaut mieux être un soldat dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre, qu'un jardinier dans une bataille. Oui, c'est sûr. Elle est pas mal. It's better to be a soldier in a garden than a gardener in a battle. Le seul problème, c'est que ce genre de discipline, de technique, pour les garder en vie, ça a un coût. C'est-à-dire que tu dois passer du temps à aller faire du combat. Tu dois passer du temps. Moi, je sais que c'est ce que j'aime dans la vie. C'est-à-dire que, encore une fois, si j'avais cette espèce de ressource, genre, ce qui serait pour moi une ressource importante de revenus, c'est tout ce que je passerais mon temps à faire, c'est ça. C'est genre, j'utiliserais mon temps à acquérir ce nouveau type de savoir à la mais alors là, attention, je te vais te poser une question qu'on pose aux gens qui diraient j'irai voyager. Ton temps est limité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses des choix dans les techniques. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai pas de problème à faire des choix.
Et les sacrifices liés à ces choix ne sont pas du tout un poids pour moi. Donc il faudra qu'à la fin, tu aies une liste. À la fin, la beauté de ce genre d'exercice, c'est de dire j'ai réussi à faire un résumé d'une liste des techniques qu'il faut absolument savoir. Les autres étant du luxe, c'est-à-dire si, par exemple, apprendre les 6 manières différentes de vider un cerf, il faut en garder qu'une. Après, le reste, c'est du luxe pour les passionnés. Toi, t'es vachement mais moi, je suis un passionné, toi, t'es vachement dans l'optimisation. Moi, je vais être super dans... je sais que je vais être naturellement attiré par des trucs... par cette espèce d'idée générale, et après, je vais me... Oui, mais tu as celui qui va dire, moi, je vais apprendre les 6 façons, parce que ça m'amuse et ça m'intéresse, et après, j'arrête. Ça, c'est typiquement moi. Et après, tu as ce que moi je rêverais d'être et je ne rêverais jamais être, c'est dire je vais apprendre une seule façon, mais je vais la réviser en permanence. Ça, c'est moi. Et comme ça, je vais avoir un réflexe, et quand je le ferai, je pourrais penser à autre chose en même temps. Et moi, c'est ça. Et ça devient vraiment naturel. Moi, ça va être je vais apprendre les 6 parce que c'est sympa de savoir faire les 6, mais je vais me focaliser sur ma préférée et je vais faire que ça. Tu fais que ça jusqu'à ce que ça devienne un réflexe et ça rentre dans ton et moi, je lâche pas les choses. C'est-à-dire, je lâche pas dans le sens où je suis pas du tout je suis pas du tout le genre de type qui va être je vais devenir assez bon là-dedans. Et puis voilà, j'ai plutôt fait le tour, je suis bien, je vais passer à autre chose. Moi, je suis plutôt du genre à faire. Je vois la profondeur ce qu'ils appellent le rabbit hole en anglais du trou, et je vais aller au fond. Et je saute et je me laisse tomber. Mais une fois que tu arrives au fond, il n'y a pas de fond, c'est ça que j'adore. J'adore l'idée qu'il n'y a pas de fond, tu vois. Et parfois, je branche, je vois un autre tunnel, je branche dans un autre truc, je fais il y a un autre trou. On va sauter dans. Et moi c'est comme ça que je suis, tu vois. Mais c'est parce que, encore une fois, je réponds